Alors, une fois par mois, il vient nous voir, il vient nous parler de différents dossiers qui le concernent. Monsieur Bernard Généreux, député de Montmagny-Lac-Kamouraska, Rivière-du-Loup, mes salutations distinguées. Bonjour, bon matin, monsieur Montmagny, ça va bien? Oui, merci. Et toi? Très bien, merci. Oui? Les gens peut-être m'ont pas reconnu. Oui? C'est quoi ce Je, nouveau je look? participe au Movember, qu'appelle, pour la prostate, le cancer de la prostate chez les hommes, mais dans la région de la Pocatière, il y a aussi un groupe de 4 individus qui se sont associés ensemble pour initier le GoVember. Avec le Movember. C'est quoi la différence entre le GoVember et le November? C'est la même chose, en fait. Les gens peuvent porter un nœud papillon, ou la barbe, ou un pinch, ou une petite moustache comme ça, dans le but de ramasser des fonds pour le GoVember, c'est pour la fondation de l'hôpital de Notre-Dame de Fatima et la fondation André Côté, à la Pocatière pour les soins, les gens en fin de vie. Donc, c'est une belle initiative de ces 4 jeunes-là qui sont connus dans le milieu. Là. Il y a Jean, est-ce qu'on peut prendre un gros plan de notre député, s'il vous plaît, juste pour vous montrer à quel point ça lui fait bien? C'est drôle, c'est rare que je me vois à la télévision. Et voilà! Mais ça me fait, je ressemble, on dirait, au Dupont. Il manque juste votre Dupont. Il aurait fallu que tu t'enlèves sur une. C'est vrai, un des frères Dupont dans Tintin. Monsieur Généreux, justement, vous parlez de l'hôpital de Fatima. Ça m'amène à vous parler de ce dossier qui est, on sait, que cet été, il y a eu pénurie d'anesthésistes. Il y a eu une manifestation. On en est où avec le dossier? Parce qu'on en entend moins parler. Bon, est-ce que c'est encore... Vous vous souvenez qu'il y avait eu une marche qui avait été organisée par Luc Pelletier puis Sylvain. Et dont vous faisiez partie d'ailleurs? Oui, tout à fait. Oui, j'étais là. Il y avait quoi, 4-5 000 personnes qui avaient été réunies à la Pocatière, même un peu plus. En tout cas, ça a été une belle activité. Est-ce que ça avance? Bon, inévitablement. Bon, il faut quand même démêler les choses. Là. La santé, c'est provincial, c'est pas fédéral, on s'entend. Oui, donc, mais quand même, c'est pas comme mon député, dossier. ça vous empêche mais comme pas mon de vous dossier, impliquer. vous avez tout à fait raison. En fait, l'effort continu que le gouvernement du Québec se doit de faire et continue à faire, et moi, je pense qu'on est rendu là à contraindre les finissants qui finissent dans les écoles de médecine d'aller faire une portion de leur travail au début de carrière en région. Évidemment, on est dans une société de liberté ici au Canada, où les gens peuvent choisir ce qu'ils veulent, sauf que dans la mesure où la majorité des citoyens paient en partie pour l'éducation des gens et des médecins, et des super infirmières, etc., on devrait avoir la possibilité de leur demander de venir faire des séjours régionaux dans nos régions, parce qu'on sait que, évidemment, le vieillissement, puis ça, là, c'est un des éléments qui est important de comprendre, là. Le vieillissement de la population actuellement au Québec, particulièrement dans nos régions, parce qu'on sait que le Bas-Saint-Laurent, à partir de la Pocatière jusqu'en descendant dans le Gaspésie, on est une des régions, sinon la région la plus vieillissante au Canada. Donc, ça a des effets extrêmement pervers, dont un de ceux-là, c'est de faire en sorte que, évidemment, la demande pour les soins sont de plus en plus grands. Sauf que la résultante, c'est que les jeunes, par exemple, qui pourraient décider de partir de nos régions, aller étudier en médecine, puis un jour revenir, bien, il y en a de moins en moins. Donc, inévitablement, ça fait aussi, ça amène une problématique additionnelle à ça. Ceci dit, moi, je pense qu'il faut trouver un moyen de faire en sorte que ces gens-là, ces jeunes, particulièrement les jeunes, vont venir faire du travail en région, que ce soit dans n'importe quelle spécialité, vont venir faire un travail en région. Au-delà de ça, on a des hôpitaux à Montmagny, à Rivière-du-Loup, qui s'en viennent de plus en plus diversifiés dans leur offre de services. Et ça, je pense que pour la Pocatière, ça peut être une certaine menace, c'est tout dépendant de l'angle dans lequel on regarde ça. Bon, on sait qu'on a une urgence qui est flambant neuve, qui a été mise en place grâce au travail exceptionnel de Claude Béchard à l'époque. On a effectivement, puis mon épouse, je l'ai rentré aux urgences, mon épouse, il n'y a pas longtemps à l'hôpital. Écoute, on a un service absolument exceptionnel à la Pocatière. Évidemment, on a les mêmes services à Rivière-du-Loup, à Montmagny. La campagne de l'IRM ici à Montmagny est spectaculaire quand on regarde ça. Et ça ne va pas uniquement servir... C'est 1 950 000 qu'on est venu chercher dans le marché. C'est incroyable. Moi, je lève mon chapeau à M. Guimond puis toute la Fondation et toute l'organisation. C'est incroyable. J'ai levé 1,8 million en 6 mois quand on a fait le centre Bombardier en 2009.
Mais 2 millions là, en l'espace, dans le délai dans lequel ils se sont à peu près donnés, 3 mois et à peu près moins. 3 mois, c'est absolument spectaculaire. Mais ça vous démontre à quel point la santé est importante pour les gens. Et d'avoir des institutions et des organisations qui sont bien équipées, productives et capables de donner le service, tout est là. C'est pour ce que je vous dis que nous, la Pocatière, on est entre Montmagny et Rivière-du-Loup, qui ont des hôpitaux qui sont de plus en plus équipés, grâce en partie aux fondations et aux dons des gens, en passant, il ne faut pas oublier ça, mais aussi parce que le gouvernement du Québec veut s'assurer que ces hôpitaux régionaux soient en mesure de donner le service à l'ensemble des régions élargies. Mais est-ce qu'il y a une fondation à la Pocatière? Oui, tout à fait, la Fondation de l'hôpital mais c'est quoi? Elle est moins active que celle de Montmagny de Rivière-du-Loup? C'est plus petit un petit peu, évidemment, mais elle est aussi active. Elle a investi voire plusieurs centaines de milliers, voire millions, là, je ne pourrais pas vous dire exactement, mais depuis le temps qu'elle existe, ça fait longtemps. Docteur Lévesque de Saint-Pacombe est le président depuis un bon nombre d'années. Ils font un tournoi de golf, un gros souper. D'ailleurs, le souper avait lieu samedi dernier. Donc, ils ramassent des fonds et ils acquièrent des équipements qui sont nécessaires pour les services qui sont offerts à la Pocatière. Mais on se comprend, hein, les hôpitaux se parlent entre elles, les fondations aussi se parlent entre elles. Ils ne vont pas aller investir dans le même équipement dans les 3 hôpitaux, à la Pocatière, Rivière-du-Loup et Montmagny, quand c'est possible. Bon, évidemment, Montmagny et Rivière-du-Loup sont quand même assez loin l'une de l'autre, mais de la Pocatière par rapport soit à Montmagny ou soit à Rivière-du-Loup, ils vont avoir des équipements, je dirais peut-être de moindre importance, mais ça en demeure pour moi des équipements qui sont nécessaires, qui sont importants. Monsieur Généreux, je vais toucher, parce qu'on a plusieurs sujets à parler aujourd'hui, justement parce que vous avez été maire de la Pocatière, et aussi vous êtes très impliqué comme député fédéral. Vous pensez quoi de la transaction entre Bombardier et Airbus qui donne un dixième de pourcentage de plus à Airbus, mais c'est quoi l'avenir de Bombardier à la Pocatière, monsieur? Écoutez, c'est drôle que vous me posiez la question aujourd'hui. J'ai rencontré des gens de Bombardier. J'ai rencontré le directeur général des ventes de l'Amérique du Nord, en fait, toutes les Amériques, pour les trains, tout le secteur ferroviaire. Quelqu'un qui, d'ailleurs, était antérieurement au niveau des avions, dans la section des avions chez l'aéronautique chez Bombardier, et avec la représentante de Bombardier à Ottawa. Donc, des gens qui sont assez bien placés dans ce qu'est Bombardier. Et écoutez, puis le plus drôle, c'est qu'hier, je suis allé donner un certificat à M. Bélanger, qui demeure à Saint-Jean-Port-Joli, qui a été le membre, en fait, le fondateur qui avait fondé Motoski à l'époque. Puis je vous dirais, ça serait quelqu'un interrogé parce qu'il y a beaucoup, lui, c'est une histoire là, totale de la Pocatière dans le même personnage. Et, son prénom, c'est? Eh bien, son prénom m'échappe. Je ne vous l'ai pas dit, mon prénom m'échappe. Mais je suis allé hier. Peut-être qu'il y a des gens qui s'en rappelleraient, là, mais parce que Motoski, moi, parce que j'ai Gilles en tête. Gilles, c'est son frère. C'est Motoneige orange. Oui, c'est ça, tout à fait, Motoski. Écoute, on remonte là. Mais c'est ce qui a été la prémisse de la fondation de Bombardier à l'époque. Et ce que Bombardier est devenu depuis. Donc, la graine qui a été semée par M. Bélanger a donné ce qu'est Bombardier et dans le monde du transport, parce que si ça n'avait pas été de lui, puis il me racontait hier que ça a passé proche en allant Saint-Pascal. Tu sais, il y a toute une histoire en arrière de ça. Hein? Donc, mais tout ça pour dire, revenir à Bombardier. L'avenir de Bombardier à la Pocatière, là, actuellement, Bombardier, il travaille de façon très intensive. Il est très intensif dans la mesure où, évidemment, là, ils ont actuellement le contrat de Toronto qui est fait à Kingston en partie, qui est fait à Sudbury en partie, qui est fait à la Pocatière en partie maintenant parce qu'on est en train de les aider. Il y a même une portion qui est faite un petit peu en Europe aussi pour s'assurer qu'on va livrer dans les délais à Toronto. Alors, évidemment, nous, on a le contrat de Montréal. Le contrat de Montréal, à la Pocatière, est là pour environ encore 1 an et demi, maximum 2 ans. Par contre, il y a des extensions. Mme Plante a dit dernièrement que pour elle, le métro, c'était une priorité absolue. Elle veut même en faire une nouvelle ligne. Donc, avant de faire une nouvelle ligne, elle va pouvoir acheter d'autres voitures pour s'assurer de remettre la flotte à jour. Donc, le gouvernement du Québec et du Canada, actuellement, sont très intensivement impliqués dans le financement des trains et des métros, donc, puis du transport en commun en général au Canada. Moi, je vois un avenir à court terme OK, bien, mais à long terme, inévitablement, l'usine n'aura pas le choix. Parce qu'un coup que Montréal va être fait, Ottawa, Edmonton, Calgary, Toronto, tous ces contrats-là, ils ne se renouvellent pas tous les ans. C'est des contrats qui se renouvellent aux 40 ans. Là. Donc, inévitablement, ça va prendre quelque chose d'autre dans l'usine. Et il y a déjà des plans sur la table. Ils sont en train d'analyser ça. D'ailleurs, j'ai demandé à ces représentants de Bombardier que j'ai vus la semaine passée de rencontrer M. Bossois, qui est le nouveau chef de la direction de Bombardier Transport en Amérique du Nord, donc qui est stationné
dont les bureaux sont à Saint-Bruno. Donc, j'ai demandé une rencontre. Donc, j'aurai une rencontre éventuellement avec lui. Mais je vais aller beaucoup plus loin que juste cette rencontre-là. Évidemment, et je vous en reparlerai éventuellement. Parce que on va suivre ça de près parce que Bombardier, il y a des gens de Montmagny qui travaillent. Absolument, absolument. Des gens de Montmagny, de l'idée qui travaillent chez écoutez, Bombardier. c'est ce que je leur disais, que je connais Bombardier depuis 40 ans. Moi, là, en 1980, j'allais faire des livraisons chez Bombardier et je rentrais là comme on rentrait dans un moulin. C'est plus comme ça aujourd'hui, bien évidemment. Mais je connaissais tout le monde. Je faisais le tour de l'usine, je rencontrais plein de monde. C'est depuis des années, des décennies que je connais Bombardier. Et la marche que nous avions faite en 2005, quand j'ai été élu maire pour le contrat de Montréal, qui aujourd'hui est en production, ça fait déjà 12 ans de ça. On a travaillé très fort pour s'assurer du maintien de l'usine et la solidarité régionale et toute la grappe industrielle qui s'est développée autour de Bombardier dans ses sous-traitants régionalement, c'est fort important. C'est très, très important. Il faut s'assurer de maintenir ça le plus possible. C'est sûr, quand on parle d'Airbus, on parle d'aéronautique, on parle de la C-Series, là. Absolument. Mais quand même... mais pour ce qui est d'Airbus, oui, c'est ça, là. absolument. Là, je vous parle de Bombardier à la Pocatière et de transport en général, mais je me suis posé la question, moi aussi, mais regardez ce matin, au moment où on se parle, il vient d'avoir une annonce de 1,5 milliard d'achat d'Egypt Air, d'avions C-Series et C-300. Est-ce que cette transaction-là aurait eu lieu si Airbus n'avait pas été dans le décor? Peut-être pas. Ça faisait 1 an et demi qu'ils n'en vendaient pas, là. Donc, pourtant, c'est le meilleur avion au monde. Donc, il y avait besoin d'un partenaire pour être capable de mousser, parce qu'il faut bien le dire. Il faut le voir Airbus, comme ça, puis il faut voir aussi la protection de nos emplois. Absolument. Puis Airbus, puis la protection de Bombardier dans son ensemble. Ouais. Airbus est une entreprise mondialement reconnue qui est 10 fois plus grosse que Bombardier. Avant la pause, M. Généreux, je ne peux pas passer à côté. C'est les élections qui viennent de passer. Absolument. Il y a beaucoup de changements dans le paysage municipal. Oui. M. Hudon demeure à la Pocatière. Oui. Mais à Rivière-du-Loup, c'est une dame qui a été élue. Sylvie Vignet, oui. C'est quoi votre opinion sur les dernières élections du 5 novembre? Premièrement, ça a été à Rivière-du-Loup, ça a brossé un petit peu plus. Oui. Mais de façon générale, ça a été des campagnes extrêmement propres, très bien tenues partout, à Montmagny par ailleurs. Et puis, je pense que la démocratie a parlé. Je prends Saint-Cyril. Voyez-vous, M. Caron s'est investi dans le monde municipal pendant 30 quelques années. Puis là, oups, du jour au lendemain, les gens ont décidé qu'ils voulaient du changement. C'est comme ça la démocratie, c'est comme ça que ça se passe. D'ailleurs, je l'ai vécu moi-même. Hein? Je suis bien placé pour en parler. Mais ça fait partie de à partir du moment où on se présente en politique, il faut apprendre qu'on peut perdre et qu'on peut gagner. Mais il faut apprendre qu'on peut perdre en premier. Et puis, quand on a appris ça, puis on accepte ça, bien, c'est la démocratie, puis c'est le choix de la population. Il faut la respecter. Et puis, je veux dire, on a eu des belles campagnes. Quelques secondes, parce qu'il y a plus de femmes maintenant. Une excellente nouvelle. Vous pensez quoi de la défaite de M. Coderre? Ça m'a surpris un peu, mais je vais être très sincère avec vous. M. Coderre avait un petit peu trop le nez en l'air à mon goût, puis il se prenait pour quelqu'un d'autre. Moi, je le connais, Denis, depuis longtemps. J'ai siégé même à Ottawa en 2009 avec lui. En 2009, à l'époque, on était sur le comité des langues officielles à l'époque à quelques reprises ensemble. C'est quelqu'un de très imbu de lui-même. Et je pense que là, le vase a débordé, puis les Montréalais ont décidé de choisir quelqu'un d'autre. J'ai bien hâte de voir. Mme Plante a dit qu'elle va continuer à être réveillée en vélo puis en métro. Elle va se rendre compte assez vite que le poste de maire, ça nécessite des déplacements qui sont des fois... La réalité va vite la rattraper. J'ai pas l'impression que oui. Gros dossier à Montréal. Mais je lui souhaite bonne chance. Puis d'ailleurs, je pense que c'est une excellente alliée. Tout l'était, M. Coderre aussi, comme pour la Pocatière, concernant les métros de Montréal. M. Généreux, on s'arrête une petite pause et au retour, on ne peut pas passer à côté des Paradise Papers. Eh oui. Alors, on revient avec M. Généreux, on le garde avec nous jusqu'à la fin de l'émission. M. Généreux, les Paradise Papers, oui. Vous en pensez quoi de tout Écoutez, ça? Parce que ça a fait du bruit. Là, on dirait que la poussière retombe un peu. Oui, mais ça a fait jaser, puis pas... Ça a retombé seulement parce qu'on est à Ottawa, on est en vacances. Bien, pas en vacances, mais on est dans nos circonscriptions cette semaine. Mais ça peut être sûr que la semaine prochaine, quand on va revenir, parce qu'on apprend des choses à nouvelles à tous les jours. C'est quoi votre point de vue là-dessus? Notre point de vue, c'est que, inévitablement, en fait, la ministre, actuellement, la ministre Leboutillier, du Revenu national, dit que le gouvernement a investi 1 milliard et qu'ils ont récupéré 25 milliards. Elle nous a dit ça pendant 3 semaines de temps en chambre. La réalité, là, après vérification, c'est qu'ils ont investi 40 millions, puis on n'a pas 25 milliards. 25 milliards, c'est des estimations de ce qu'ils pourraient récupérer. Ils n'ont pas récupéré 25 milliards, ils ont récupéré à peu près 150 millions.
Donc, on est très loin du compte, là. Puis ça, c'est une... D'ailleurs, elle a commencé à changer son discours parce qu'elle est en train de se faire... puis elle n'arrête pas de dire que la trappe se referme sur ceux qui essaient de ne pas payer d'impôts. Là, la trappe se referme sur elle-même, là. Donc, et le premier ministre, son agent financier du Parti libéral du Canada, est nommé nommément, puis d'ailleurs, il a été prouvé qu'il avait utilisé les Paradise Papers, en fait, les paradis fiscaux, pour sauver de l'impôt. Et M. le premier ministre s'est fait juge et partie, et même jury lui-même, en disant que non, pour lui, il n'y avait pas de problème. C'est pas comme ça que ça marche au Canada, je m'excuse. Il devrait y avoir des enquêtes. On va demander des enquêtes pour s'assurer... C'était ça ma prochaine question. Oui, c'est bien sûr. Le Parti conservateur va s'impliquer comment? Oui, on s'implique déjà beaucoup en Chambre. La réforme, regardez la réforme qui a été annoncée au mois de juillet, la réforme fiscale, on a fait des pressions tellement fortes sur le gouvernement, puis mobilisé tout le monde des affaires à travers le Canada, que le gouvernement est obligé de reculer. Monsieur Morneau, la commissaire à l'éthique vient de lancer une enquête sur M. Morneau parce que M. Morneau a trompé la population en disant qu'il avait mis ses actions de Morneau-Chappell dans une fiducie, ce qu'il n'a pas fait. Pardon. Et il a présenté un projet de loi, le projet de loi C-37, qui viendrait modifier la façon dont on gère les caisses de retraite au travers du Canada. Et Morneau-Chappell est dans une entreprise. Comment voulez-vous? Il est juge et parti. Je veux dire, c'est un délit d'initié, c'est un délit il est en conflit d'intérêts. Absolument, c'est visible. Tout le monde est capable de comprendre ça, à part lui. Alors, donc, ce qu'on comprend, c'est que le Parti conservateur... Parce qu'on sait que M. Boulris du NPD, qui s'est oui, on travaille très fort actuellement pour s'assurer que les Canadiens comprennent que le gouvernement libéral, il y a une classe juste pour eux autres, puis l'autre, puis la balance des Canadiens. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est généreux, le temps passe vite. Oui. Le cannabis, on sait qu'à partir du 1er juillet 2018, le cannabis va être légalisé au Canada. C'est ce que le gouvernement souhaite. On va voir ce que les sénateurs vont dire, parce que là, ils accélèrent. On parle dans le journal ce matin, on parle de la police, on parle de... C'est incroyable. Là, tout ce qui se passe dans ce dossier-là, c'est fou. Là. Tout le monde est à une vitesse accélérée pour s'assurer qu'on va être prêt pour le 1er juillet. Tous les experts disent qu'il n'y aura pas assez de cannabis le 1er juillet pour fournir légalement l'ensemble de la population qui voudra en consommer. Ça, c'est la première chose. Donc, on n'éliminera pas le marché noir. C'est de la folie, c'est de la lubie. Les gens pensent que ça n'a aucun bon sens. Les jeunes, imaginez-vous, les gens vont... Les gens vont aller oublier ça. Là. Regarde, ils vont splitter l'argent avec les provinces. Là, les municipalités en veulent. Là, les compagnies qui vont fabriquer, ils veulent avoir la possibilité de faire de la publicité. Mais dites-moi, là, vous êtes en Chambre. C'est quoi l'objectif premier? Nous, là, les conservateurs, on est contre le projet de loi. On est contre le projet de loi. On est contre la légalisation. On est pour la décriminalisation, ce qui est totalement différent. Oui, mais est-ce qu'un ne va pas sans l'autre? Non, parce qu'ils ne décriminalisent pas. Ou bien au contraire, en fait, ils vont permettre en plus aux jeunes de 12 ans de pouvoir posséder jusqu'à 5 grammes. Les jeunes de 12 ans pourraient se faire arrêter avec 5 grammes de cannabis, puis de ne pas être accusés de rien. Ça, ils vont le décriminaliser à l'intérieur du projet de loi. Sauf que de 12 à 18 ans, imaginez-vous votre fils qui a 12 ans, qui arrive à la maison où il se fait arrêter, puis il n'a pas de problème, il ne sera pas accusé de rien. Il n'a même pas le droit d'en posséder. Ça commence à 18 ans pour pouvoir en consommer. Puis on donne dans le projet de loi la possibilité à des enfants de 12 ans d'avoir du cannabis sur eux sans être accusés de rien. Ça ne fait aucun sens. Imaginez où on veut protéger les enfants. C'est ça le but du projet de loi, selon le gouvernement. Et on va permettre d'avoir 4 plants à la maison pour pouvoir consommer son propre cannabis. Imaginez-vous, pensez-vous les enfants ne toucheront pas? Voyons, ça n'a aucun sens. En 30 secondes, on s'en va où avec ça? On s'en va, je ne sais pas, mais les sénateurs, les conservateurs, on va être contre. Est-ce que le projet de loi va passer? Écoute, après moi, il va être retardé. J'espère qu'il va être retardé parce que les conservateurs, les sénateurs, autant conservateurs qu'indépendants, plusieurs se posent des questions véritables sur les intentions du gouvernement par rapport à ça et surtout sur les dangers sur la santé publique. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Moi, sincèrement, le projet de loi est très mal fait. Puis ils vont beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite, c'est inutile. Et là, je vais déposer une pétition qui vient des fermières à travers le Québec. Et on a une dame de fermière de Saint-Pierre que je rencontre ce matin qui va nous partager la pétition qu'on va déposer à la Chambre des communes. C'est tout le temps qu'on a. Merci d'avoir été avec nous. C'est toujours trop court. On se retrouve au mois de décembre. Oui. Bernard Généreux, notre député de Montmagny-Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup, ça complète notre émission pour aujourd'hui.